Et bonjour à toutes et à tous pour ce premier épisode de Salade Verte. Je suis très content de vous présenter ce projet. Donc premier épisode aujourd'hui, on va parler énergie, climat. Donc avec Maxence Cordiez. Maxence Cordiez, bonjour. Bonjour, Tu vas bien? très bien et Ça toi? va, très bien, très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Très honoré de t'avoir pour ce premier épisode. Donc voilà, aujourd'hui, je te présente un peu le topo. Salade verte au menu. Donc en entrée, on va plutôt parler de ton parcours professionnel. Voilà ce que tu fais. En deuxième partie, en plat, on va plutôt parler énergie, climat, des questions un peu plus focus, un peu plus étayées. Et en dessert, on va finir sur une petite touche un peu plus douce, sur des questions un peu plus personnelles et des questions un peu hors cadre. Donc voilà, est-ce que c'est OK pour toi? C'est parfait. Donc on commence. Est-ce que tu peux te présenter de façon succincte? Et surtout, ce que je veux, c'est que tu fasses un peu ton parcours. Quel bac tu as fait, le lycée, les licences, master, doctorat, si tu as fait des sujets de mémoire. Enfin, en tout cas, je veux tout savoir sur ton parcours un peu universitaire et académique. Alors je vais commencer par l'école maternelle. Ouais, non, 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 non. Plus sérieusement, j'avais fait un bac scientifique. Alors je sais pas trop où on en est là. Je crois que ça a pas mal changé, mais en tout cas à cette époque-là, il y avait trois filières dans les bacs généraux. Donc j'avais fait un bac scientifique. Ensuite j'ai fait une classe préparatoire physique-chimie à Orléans et ensuite j'ai intégré l'École nationale supérieure de chimie de Paris, Chimie Paris Tech. J'ai quitté en 2014. J'ai fait également un master d'énergie nucléaire entre Chimie Paris et l'INSTN, un master qui était spécialisé en cycle du combustible. Donc en fait, dès mes études, je m'étais spécialisé dans l'énergie nucléaire. Et le cycle du combustible, en fait, c'est tout ce qui est autour du réacteur, c'est-à-dire l'extraction de l'uranium, sa transformation, l'enrichissement de l'uranium, la préparation du combustible, et une fois qu'il est passé en réacteur, le retraitement du combustible, le conditionnement, la gestion des déchets, etc. De fait, j'ai jamais travaillé dans le domaine du cycle jusqu'à présent. J'ai fait un peu de physique neutronique et de thermohydraulique en début de carrière. Donc en gros, c'est la physique des réacteurs. Ce sont les Ok. réactions nucléaires qui se passent à l'intérieur des réacteurs nucléaires. Et la thermohydraulique, ce sont les échanges de chaleur et les écoulements fluides à l'intérieur du réacteur. Ensuite, en 2016, je suis parti à Londres, à l'ambassade de France, au service nucléaire, où là j'ai complètement changé. Je m'occupais plus de technique, mais c'était plus de la diplomatie dans le domaine du nucléaire pour 2 ans. Et ensuite, je suis revenu en France, au CEA, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, qui est un très grand organisme public de recherche spécialisé dans les énergies bas carbone notamment, mais aussi la défense, les nouvelles technologies, la recherche fondamentale, les sciences du climat et de l'environnement. Et donc aujourd'hui, au sein du CEA, je m'occupe des affaires publiques européennes. C'est-à-dire que le CEA a un rôle de conseil aux autorités dans le domaine de compétences, principalement nos ministères de tutelle. Et moi, mon travail, c'est d'essayer de donner le même type de conseil au niveau européen, parce que la Commission européenne, le Parlement et le Conseil sont amenés à légiférer sur un certain nombre de textes qui ont une composante technique. Et donc, en tant qu'organisme de recherche qui n'a pas forcément un intérêt direct dans ces sujets, mais qui a des compétences de par les équipes de recherche qu'on a, on essaie d'apporter un éclairage sur notre Ok. compréhension technique des sujets. C'est plutôt du lobbying ou un appui scientifique? C'est une bonne question. En fait, tout ce qui n'est pas au Parlement, par exemple, toutes les personnes qui ne sont pas des députés ou les attachés des députés sont considérés comme des lobbyistes. Donc, d'une certaine manière, c'est du Ok. lobbying. Après, voilà, les ONG, les industries, les centres de recherche, les syndicats, les églises religieuses, etc. Tout ça, ce sont des lobbies, d'une certaine manière. Donc, nous, Ok. on fait partie des lobbies. Après, on ne défend pas pour la plupart du temps des sujets sur lesquels on a des intérêts, mais plus des compétences. Typiquement, quand l'Union européenne doit légiférer sur des sujets qui ont trait au climat ou à l'environnement, on a un grand laboratoire qui est le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement qui a des compétences là-dedans, et donc ça permet de construire des positions avec les chercheurs pour expliquer un peu à la Commission ce qui nous semble important sur ces sujets-là. Mais pareil sur des sujets comme l'hydrogène. Par exemple, l'hydrogène, on dit pas que c'est bien ou que c'est pas bien. On explique que déjà on en consomme dans certaines applications, par exemple pour fabriquer des engrais, que certains secteurs industriels ne pourront pas être décarbonés autrement. Par exemple, quand on veut réduire du minerai de fer oxydé, donc extrait de la mine en fer métallique, actuellement on fait ça avec du coke, qui est un charbon métallurgique, donc ça émet beaucoup de CO2.
l'une des seules voies de décarbonation, ce serait de l'hydrogène. Par contre, on explique Ok. aussi toutes les difficultés qu'il y a à ça, le fait qu'il faut des infrastructures, qu'il faut beaucoup d'énergie derrière, donc les volumes resteront durablement limités, que ça coûte très cher. Donc on essaie un peu d'apporter une vision nuancée pour dire pourquoi on pourrait en avoir besoin, quelles sont les contraintes, les difficultés, le potentiel, etc., pour que le décideur politique puisse se faire une idée un peu de ce qu'il peut ou non attendre de telle ou telle technologie. On va peut-être y revenir plus tard sur ces questions-là. Mais en gros, toi, dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser donc à l'énergie? C'est quoi qui t'a marqué? Un événement particulier? Je sais pas. J'ai commencé à m'y intéresser quand j'étais à Londres. Alors déjà parce que avant j'avais une vision assez restreinte des questions énergétiques. Je m'intéressais à des sujets vraiment très très techniques, de neutronique, de thermodynamique. Quand je suis arrivé à Londres, à l'ambassade, j'ai dû regarder d'autres sujets, la politique énergétique, les questions de financement, les questions d'acceptabilité, les questions de diplomatie, les questions industrielles. Donc ça m'a fait découvrir pas mal de sujets. Ça m'a aussi fait comprendre que les approches des questions énergétiques pouvaient être très différentes d'un pays à l'autre, avec des problématiques qui sont pas du tout les mêmes, une perception de la population qui est pas du tout la même. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience de la gravité de l'urgence climatique, de l'importance des choix énergétiques à la fois sur le climat, mais aussi pour la vie des gens. C'est-à-dire que si on ne réduit pas suffisamment rapidement notre dépendance aux combustibles fossiles, bah, quand à chaque crise, comme il y a pu avoir, peut-être qu'on y reviendra, une crise sur le gaz en 2021-2022, c'est de la misère en fait. Ce sont des activités économiques qui disparaissent, des gens qui se retrouvent au chômage, des factures énergétiques qui s'envolent, des gens qui se retrouvent en difficulté. Donc l'énergie, c'est un sujet, alors certes un peu technique, et donc en ça, on pourrait se dire que ça concerne peu de gens, mais en fait, ça concerne l'ensemble de la population, pas uniquement les gens qui travaillent chez Engie, Total, EDF, mais aussi les boulangers, instituteurs, enfin vraiment la totalité de la population. Et à cette époque-là, c'était la campagne présidentielle, donc qui a abouti à l'élection d'Emmanuel Macron pour son premier mandat. Je sens que les questions énergétiques étaient assez maltraitées, et donc c'est à ce moment-là que j'ai voulu essayer de prendre un peu une part dans le débat. Enfin, je dis ça Ok, ouais. de façon assez modeste, en fait, sans me faire d'illusions sur ce que je pouvais faire, au moins me dire, bah voilà, si on veut que le débat progresse, il faut que ceux qui comprennent au moins une petite partie du sujet prennent la parole pour essayer de Hmm. participer au débat Ouais, je public. vois. Et du coup, tu as un peu décidé de devenir vulgarisateur sur ces questions. Tu as plus de 60 000 abonnés, je crois, sur LinkedIn. Tu commences à avoir une certaine aura dans cette vulgarisation de pédagogie pour que les gens comprennent un peu les enjeux énergétiques et climatiques, quoi. Ouais, oui, oui, bah après ça fait 7-8 ans que je fais ça maintenant, donc ça fait un certain temps. Alors au départ, j'avais commencé comme je te le disais là pendant la campagne présidentielle. Et puis après, je me suis dit que c'était quelque chose qui était toujours utile. Donc j'essaie de faire un peu ces travaux de vulgarisation, pédagogie, communication, je sais pas trop comment on peut appeler ça, sur les réseaux sociaux, via des articles, des conférences, quelques cours en école d'ingénieur, un bouquin aussi que j'ai sorti en D'ailleurs, 2022, Énergie. que Bah j'ai là voilà, aussi. voilà. J'allais en parler justement. Pour ceux qui Euh, veulent, Energy Fake or Not, c'est ça, chez Tana Édition. C'est vraiment une pépite de vulgarisation. Je l'ai lu il y a quoi, il y a 2 ans maintenant. Et franchement, quand je suis tombé dessus, c'est comme ça que je t'ai connu en fait, avec ce livre. Et non, franchement, pour ceux qui veulent le lire, n'hésitez pas à l'acheter. Je crois que c'est 13,90 chez Tana Édition. En tout cas, pépite de vulgarisation sur énergie, climat. Donc n'hésitez pas. Je le mettrai un lien peut-être en commentaire ou en description pour ceux qui veulent l'acheter. Donc voilà. Merci. Je pense que la vulgarisation, en fait, c'est absolument essentiel. On peut pas imaginer qu'on arrivera à se passer des combustibles fossiles parce que tout l'enjeu, en fait, est là à la fois en termes climatiques et de sécurité d'approvisionnement énergétique. On peut pas imaginer qu'on va s'en passer uniquement par une approche descendante, c'est-à-dire un politique éclairé qui ferait uniquement des bons choix et de façon complètement transparente pour la population. On s'en passe sans changer les services. En fait, il va y avoir des changements de mode de consommation, d'habitude de consommation à faire. Et ça nécessite déjà que la population s'approprie la problématique du climat, des risques d'approvisionnement sur les combustibles fossiles, et qu'on discute ensemble de façon démocratique de la manière dont on peut réorganiser les services, quels sont les services qui nous semblent indispensables, sur quels services on est prêt à faire des concessions,
Et ça, en fait, c'est pas à une personne isolée d'arbitrer. C'est un débat démocratique qui doit émerger. Et pour que ce débat puisse se tenir, il faut que la population comprenne. Donc, c'est tout l'enjeu, je pense, des travaux de vulgarisation qui peuvent être menés par tout un tas de personnes, de think tanks. Si tu veux bien, on va passer directement dans le sujet, donc on va passer au plat, donc au focus. On va parler, on va rentrer dans le dur. Est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est l'énergie déjà et en quoi l'énergie est partout dans notre quotidien, c'est-à-dire quand on se déplace, quand on mange, quand on se vêtit, quand on se divertit? Ça, c'est une excellente question parce qu'on peut pas parler de transition énergétique ou de Mm. l'intérêt de telle ou telle source d'énergie tant qu'on n'a pas posé vraiment le concept d'énergie. L'énergie, en physique, c'est ce qui quantifie un potentiel de transformation. Alors derrière cette Ouais. définition qui peut paraître un peu absconse, en fait, dès que tout n'est pas parfaitement froid et immobile dans l'univers, il y a des transferts énergétiques et ces transferts énergétiques quantifient le changement. Alors l'énergie, on peut la trouver sous différentes formes. Il y a l'énergie thermique, c'est de la chaleur. Il y a l'énergie mécanique, c'est du mouvement ou du potentiel de mouvement. L'énergie chimique, qui lie les atomes dans les molécules. Donc par exemple, dans les molécules qui constituent le pétrole, l'énergie est piégée sous forme de liaison qui lie les atomes de carbone entre eux, les atomes de carbone aux atomes d'hydrogène. L'énergie nucléaire qui assure la cohésion du noyau des atomes et l'énergie électromagnétique et le rayonnement. Donc ça va être les rayons du soleil, l'électricité, etc. Dans son histoire, l'être humain, notre développement a l'essentiel de notre histoire était limité par l'accès à l'énergie mécanique. C'est-à-dire que dès qu'on veut transformer notre environnement pour fabriquer des biens et des services, il va falloir dépenser de l'énergie mécanique. Alors, pendant longtemps, ça a été la force humaine animale pour cultiver des champs, pour fabriquer des objets, mais notre capacité à transformer notre environnement était limitée par le nombre d'heures qu'on avait dans une journée. Imaginez par exemple que vous vouliez faire, je sais pas moi, une table en bois. Si vous allez dans une forêt pour couper un arbre à la scie à main, qu'ensuite vous transportez l'arbre jusqu'à chez vous ou votre atelier, éventuellement avec un cheval ou avec un bœuf, ensuite que vous débitez avec des outils manuels cet arbre pour en faire une table et puis que vous faites votre table, in fine, il va vous falloir probablement quelques semaines pour faire la table. Donc ça va prendre très longtemps. Cette table, elle aura beaucoup de valeur. Vous allez garder toute votre vie et puis après vos descendants, leurs descendants, etc. Donc c'est un monde beaucoup plus lent. C'est aussi un monde beaucoup plus pauvre. Et ça, on retrouve des exemples à tous les niveaux. Typiquement, si vous visitez des vieux musées de l'armée, par exemple, ou des musées d'histoire, les chemises, il y a quelques décennies, étaient les manches et les cols se changeaient. Pourquoi? Alors déjà parce que c'était plus facile. Enfin, laver le linge. Alors peut-être il y a un siècle dans les lavoirs, c'était compliqué, donc vous laviez pas forcément tout en permanence, vous laviez ce qui était sale. Et les manches et les cols se salissent d'abord. Et en plus, c'est ce qui s'use le plus vite. Donc vous n'allez pas remplacer tout le tissu, vous allez remplacer juste les parties de tissu qui s'usent. Et pareil, nos grands-parents rapiéçaient les draps, rapiéçaient les chaussettes. Donc en fait, c'était un monde qui était beaucoup plus pauvre. Et après, au fur et à mesure du temps, il y a d'autres sources d'énergie qui se sont additionnées. Alors au tournant des années 1000, des moulins à vent et à eau qui se sont développés de façon très significative un peu partout en Europe, notamment pour des applications agricoles et un petit peu pour des applications proto-industrielles, surtout pour des moulins à eau, parce que les moulins à eau ont une plus grande régularité. Et ce qui a vraiment changé le cours de l'histoire, c'est le développement au 19e d'une machine qui a été inventée au 18e, qui est la machine à vapeur. Fondamentalement, la révolution industrielle, c'est ça. La machine à vapeur, c'est une machine qui permet de convertir de l'énergie thermique abondante, il suffit de brûler tout et n'importe quoi, du bois, du charbon, du pétrole, en énergie mécanique qui était limitée. Et donc là, on a vraiment fait sauter un verrou à notre développement, et c'est ça qui a permis en fait de l'émergence de l'industrie, de pouvoir automatiser des procédés, d'avoir des grosses machines qui fabriquaient des objets, qui fabriquaient des machines. Et donc la révolution industrielle, fondamentalement, c'est ça. Et après, on a tous appuyé là-dessus. On a commencé à utiliser du charbon, ensuite du pétrole pendant les guerres mondiales dans la mobilité, parce que les navires étaient beaucoup plus performants avec du pétrole que du charbon. Le pétrole est plus dense énergétiquement, il est liquide. Donc, par exemple, Winston Churchill, premier lord de l'amirauté pendant la Première Guerre mondiale, l'un des grands apports de sa politique pour la marine britannique, ça a été de convertir la Royal Navy du charbon au pétrole. Et pareil pour l'aviation, évidemment. Et donc, l'énergie a vraiment sculpté le monde qu'on connaît. Et en gros,
Qu'est-ce que c'est le lien entre énergie et climat, on va dire actuellement? C'est à cause des énergies fossiles, enfin c'est ça le problème? La- Si on revient brièvement sur ce qu'est l'effet de serre, la planète est réchauffée par les rayons du Soleil. L'énergie Mhm. emmagasinée à la surface de la Terre est ensuite dissipée sous forme de rayonnement infrarouge. C'est une partie du spectre, comme il y a le spectre visible, UV, etc. Mais donc est réémise sous forme de rayonnement infrarouge vers l'univers. S'il n'y avait pas d'atmosphère ou pas de gaz capable d'absorber les rayonnements infrarouges, toute cette énergie reste dissipée directement dans l'univers et la température à la surface de la Terre serait de moins 18, moins 19 degrés. Donc il n'y aurait pas de vie sur Terre. Heureusement pour nous, il y a une atmosphère, déjà, plus sinon on ne respirerait pas. Et dans cette atmosphère, il y a certains gaz, la vapeur d'eau, le CO2, le méthane, les oxydes d'azote, qui ont la capacité d'absorber une partie de ces rayonnements infrarouges, de les remettre dans toutes les directions, en fait, d'emmagasiner une partie de l'énergie dans la basse atmosphère. Et donc ça permet d'avoir une température moyenne d'une quinzaine de degrés qui permet la vie. Le problème, c'est que si on augmente la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on va augmenter la quantité d'énergie emmagasinée dans l'atmosphère. Et ça va entraîner tout un tas de conséquences. Déjà, c'est un réchauffement, avec il peut y avoir des épisodes caniculaires problématiques, voire rendre certaines régions du globe invivables. C'est une modification des régimes de précipitation, plus à certains endroits, moins à d'autres, avec des régimes extrêmement violents aussi. On a vu Mhm. récemment les inondations dans l'Ardèche ou à Valence en Espagne. Ce sont aussi Ouais. des événements de précipitation extrêmement massives. Les phénomènes météorologiques violents, typiquement les ouragans, les cyclones, quelle est leur fonction physique? Parce qu'ils n'existent pas pour rien. En fait, ils existent pour rééquilibrer des déséquilibres énergétiques entre différents niveaux de l'atmosphère ou différents niveaux dans les océans. Si vous augmentez la quantité d'énergie dans l'atmosphère, vous allez augmenter le déséquilibre à rééquilibrer, donc la violence des phénomènes météorologiques violents, donc leur capacité de destruction. Donc en fait, le Mhm. réchauffement climatique, c'est ça, avec des conséquences en chaîne, c'est-à-dire que si vous modifiez les régimes de précipitation et le climat, ça veut dire une modification des rendements agricoles, donc de la capacité des États à se nourrir, donc de la stabilité politique et sécuritaire, des flux migratoires, Mhm. des guerres, etc. Et donc ces gaz à effet de serre, où est-ce qu'ils sont émis? Pour les trois quarts, ce sont les combustibles fossiles. Donc les combustibles fossiles, ce sont des matières carbonées issues du vivant, donc gaz, pétrole, charbon, qui viennent de fougères, de plancton, qui ont vécu il y a quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années. Ils ont sédimenté, donc ils sont déposés sur le sol, dans les fonds marins, etc. Il y a eu ensuite des sédiments qui se sont posés dessus, et sous l'effet de la pression et de la chaleur dans la croûte terrestre, et ils ont formé différents types d'hydrocarbures, alors qui vont de chaînes hydrocarbonnées très courtes, ce sont des gaz, à des chaînes hydrocarbonnées très longues, ça donne du charbon, et en intermédiaire, ça donne du pétrole. Et donc, ça, c'est du carbone qui n'interagit plus depuis quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années dans le climat. En gros, c'est comme s'il n'existait pas. On va le récupérer, Mhm. on le brûle, on le met dans l'atmosphère. Et donc là, il entre de nouveau dans le cycle du carbone. Et en augmentant cette quantité de carbone dans l'atmosphère, on dérègle on fait changer rapidement le fonctionnement du climat. Alors Mhm. c'est ça, les combustibles fossiles, c'est à peu près 75% des émissions de gaz à effet de serre. Parmi le reste, il y a les émissions de méthane, notamment émises par les ruminants, qui ont un système digestif particulier, les émissions de méthane des rizières ou des décharges à ciel ouvert, parce que quand on a de la biomasse, donc de la matière Mhm. organique qui se dégrade en l'absence d'oxygène. Donc, par exemple, vous avez des déchets organiques qui sont enterrés sous d'autres choses. Ils vont non pas faire du CO2, mais du méthane, qui est un gaz à effet de serre encore plus puissant. Et donc, Mhm. ça contribue aussi au réchauffement climatique. Et moi, ce que je voulais aussi rappeler, c'était aussi en fait le fait que les émissions de CO2 passées restent bah, quasiment pendant 100 000 ans dans l'atmosphère. Et en fait, bah, tout ce qu'on a émis dans le passé, eh bien, stagne et reste dans l'atmosphère. Donc c'est ça aussi qui est un peu tragique, c'est que bah, demain, si on arrête nos émissions, eh ben, il y aura quand même du CO2 dans l'atmosphère, quoi, c'est ça? Tout à fait. Alors, peut-être pas 100 000 ans, mais Ouais, la demi-vie du CO2 dans l'atmosphère, elle est d'une centaine d'années. C'est-à-dire que si on émet 1 kilo de ok, CO2 aujourd'hui, dans 100 ans, il en restera encore 500 grammes. Mais même dans les 500 ok. grammes qui auront quitté l'atmosphère, ils vont pas disparaître. Par exemple, la partie qui va être absorbée par les océans acidifie les océans.
avec tout un tas de conséquences sur la biodiversité. La biodiversité qui rend des services écosystémiques et notamment de captation de captation du carbone. Donc en fait, il y a des conséquences en chaîne et qui vont durer effectivement pendant plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Et ce que je voulais rappeler aussi, c'est peut-être dire ce que c'est un réchauffement à 1, 2, 3 degrés. Souvent, on se dit peut-être que 1 degré, bon bah écoutez, on va juste mettre un pull en plus, mais en fait, c'est pas du tout ça en fait le problème. Non, pas du tout. Alors déjà, il faut savoir que par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire on va dire milieu du 19e siècle, le monde s'est déjà réchauffé en moyenne de 1,1, 1,2 degrés. Donc ça, c'est déjà acté, on ne reviendra pas là-dessus. L'objectif au niveau international, donc celui qui a été décidé dans l'accord de Paris de 2015, c'est de limiter le réchauffement climatique le plus possible en dessous de 2 degrés et si possible à 1,5 degré. Entre nous, 1,5 degré, on ne l'atteindra pas. Si déjà on réussit à limiter à 2 degrés, ce serait un beau succès. Quand on parle de ces températures-là, il ne faut pas imaginer effectivement qu'il fera 2 degrés de plus l'été et l'hiver. Là, on parle de moyenne mondiale et derrière une moyenne peuvent se cacher des énormes déséquilibres. C'est-à-dire que le réchauffement climatique est d'autant plus important qu'on se rapproche des pôles déjà. Donc, si on est plus proche des pôles, ça peut être 3, 4, 5 degrés et non pas 2 degrés, par exemple, si on a 2 degrés en moyenne mondiale. Ensuite, ça va changer selon les territoires. Certains territoires vont être plus affectés que d'autres. Ensuite, même si on prend une hypothèse, on va dire en France, de 3 degrés par exemple, les scénarios d'adaptation en France commencent à dire qu'il faudrait essayer de s'adapter à 3-4 degrés. Ça ne veut pas dire que l'été, il fera 4 degrés en plus. On peut avoir des canicules qui vont être bien au-delà de ça. En fait, on va augmenter la probabilité d'événements extrêmes. Hmm. Et Ouais. donc, il faut être capable de s'adapter à ça. Et c'est-à-dire que quand on calibre, par exemple, des protections contre les inondations, contre les canicules, etc., il ne faut pas penser à ce qu'on a connu dans le passé, mais à des choses qui pourraient être bien plus marquées à l'avenir. Et ça, c'est pas évident à faire. Mais d'un côté, on sait à peu près ce qu'on a à faire. En gros, c'est se passer des énergies fossiles parce qu'on sait que c'est ça qui fait augmenter nos émissions de CO2 et qui augmente le réchauffement climatique. Donc d'un côté, on a la solution, D'un côté, on a la solution, non? mais la solution est extrêmement compliquée à mettre en œuvre. En fait, c'est Hmm. pas comme le trou dans la couche d'ozone. Le trou dans la couche d'ozone, c'était les CFC, donc des composés fluorocarbonés qui servaient dans les frigos et les systèmes de climatisation. Sauf que là, c'était un sujet technique, c'est-à-dire qu'il y avait des alternatives à ces CFC. Vu qu'on les connaissait bien et qu'ils étaient pas chers, c'était pas évident, c'est-à-dire qu'il fallait quand même réussir à négocier au niveau international pour les éliminer au niveau international et puis obliger à utiliser d'autres choses, mais on avait une solution. Pour les combustibles fossiles, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, il y a des éléments de solution, mais qui n'ont pas forcément les mêmes propriétés que les combustibles fossiles. Typiquement, pour faire voler un avion, il y a guère que les carburants liquides. Alors, on peut faire des biocarburants, mais le gisement mobilisable, c'est-à-dire la quantité qu'on peut produire et le coût ne sont pas du tout les mêmes que ceux du pétrole. Donc, ça veut dire que si on veut décarboner l'aviation avec des biocarburants et des carburants de synthèse qu'on peut produire à partir d'électricité, il va falloir réduire très significativement le trafic aérien. Et ça, c'est quelque chose que ni la population ni les entreprises n'ont envie d'entendre. Si vous commencez à dire aux gens, bah non, en fait, vous allez aller en vacances dans des zones relativement proches et vous n'irez pas en vacances à Bali, certaines personnes qui sont conscientes de la gravité de l'urgence climatique vont dire, bon, d'accord, finalement, pour préserver un milieu de vie durable, c'est un sacrifice que je suis prêt à faire. La plupart de la population ne se sent pas concernée et est prête à se battre pour ne pas faire ce changement-là. Et l'avion, c'est qu'un exemple, mais c'est valable dans tous les domaines. La voiture, le chauffage. Et c'est pas forcément une question d'enfant capricieux qui dit non, non, moi j'ai envie d'aller à l'autre bout du monde à toutes mes vacances. Ça, j'ai envie de dire, c'est même la partie émergée de l'iceberg. Ce sont des gens aussi qui n'ont pas la possibilité de faire autrement. Quand on prend des foyers avec des faibles revenus qui ont une vieille voiture thermique dont ils ont besoin pour faire les 30 ou 40 kilomètres qui les séparent de leur boulot, qui leur rapportent finalement assez peu, on peut pas leur dire comme ça du jour au lendemain, bah, passez à une voiture électrique ou prenez les transports en commun. Alors déjà, les transports en commun n'existent pas dans la plupart des territoires. Il y en a dans les grandes villes, mais c'est pas partout. Et acheter une voiture électrique, c'est pas évident, même avec les aides.
Donc, Mm. Ah oui. en fait, c'est même en France où on parle beaucoup de nucléaire, par exemple, l'essentiel de notre énergie ne vient pas du nucléaire, mais des combustibles fossiles. C'est 60% de notre énergie Ouais. finale, avec 40% pour les carburants pétroliers, 20% pour le gaz. Donc, et là, je parle que de l'énergie qu'on consomme en France, mais il y a aussi toute l'énergie qu'on consomme à l'étranger pour produire les biens et les services qu'on consomme en France. Ouais, c'est Typiquement, ça. l'ordinateur sur lequel on est en train de faire ce podcast de mon côté, il n'a pas été produit en Mm. France. Il a été produit, alors je ne sais pas dans quel pays, mais très certainement pas en France, et il a été Mm. importé. Donc ça, c'est de la dépendance aux combustibles fossiles. Ces combustibles fossiles, ils ont été utilisés pour moi, mais à l'étranger. Mm. Et donc, C'est ça. c'est se passer de ces combustibles fossiles, c'est vraiment un défi titanesque et de société. Donc oui, on connaît le sujet, on connaît la difficulté, on sait comment y répondre dans l'absolu. La mise en œuvre est extrêmement complexe. J'aimerais peut-être qu'on revienne un peu sur la consommation d'énergie par secteur. Qu'est-ce qui consomme le plus d'énergie par secteur? Je crois que c'est l'industrie en premier. En France ou dans le monde, je sais pas quelle Alors échelle, ça mais dépend ce que si on regarde au niveau français, alors il y a deux moyens de considérer les émissions de gaz à effet de serre. On va regarder ça sous l'angle des émissions de gaz à effet de serre, mais bon, c'est pas ok. très loin de la consommation d'énergie. Soit on regarde Ouais. uniquement ce qu'on consomme dans les frontières, soit on regarde ce qui est consommé dans le monde pour répondre à la consommation au sein de nos frontières. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on enlève les exportations, parce que par exemple, les trucs, le vin, les Airbus, etc., que la France exporte, ça ne sert pas la France, ça sert les pays qui vont les acheter. Par contre, tout ce qu'on achète qui est produit à l'étranger, ça nous sert nous. Si on regarde donc l'empreinte carbone, c'est-à-dire l'ensemble des gaz à effet de serre émis dans le monde pour servir la consommation française, la moitié, ce sont des produits importés. Donc ça veut dire que si on veut réduire ça, il va falloir jouer sur deux leviers. C'est un, réindustrialiser la France, relocaliser une partie de la production pour profiter de l'électricité bas carbone en France. Mais là, on parle de relocaliser de la production compatible avec les enjeux énergie-climat, c'est-à-dire typiquement des pompes à chaleur et pas des chaudières à fioul ou à gaz, des petits véhicules électriques et pas des gros véhicules thermiques ni des gros véhicules électriques, etc., etc. Et changer nos modes de consommation pour faire durer davantage les produits, pour les rendre réparables, etc. Au-delà des importations, au sein de nos frontières, le premier pôle d'émissions, ce sont les transports, avec la moitié qui est à peu près la moitié qui est liée à la voiture particulière. Donc on ne pourra pas atteindre la neutralité carbone et se passer des combustibles fossiles sans toucher à la voiture. C'est un gros enjeu. Ensuite, le chauffage des bâtiments, avec encore 3 millions de logements chauffés au fioul, 9,5 millions chauffés au gaz en France. Alors certes, on utilise plus d'électricité que dans certains pays dans le chauffage, mais le premier vecteur de chauffage, ça reste encore le gaz fossile. Donc là, il y a tout un enjeu de développement des pompes à chaleur, des réseaux de chaleur urbains, d'isolation des bâtiments, etc. Ensuite, c'est l'agriculture élevage. Alors là, c'est pas trop un problème énergétique, c'est plus un problème comme on le disait tout à l'heure, de méthane émis par les ruminants et d'engrais azotés. Et Ouais. ensuite, on a industrie manufacturière, construction, avec le CO2 émis par les cimenteries, les gaz à effet de serre émis par l'industrie, etc. Et du coup, j'aimerais peut-être revenir. Tu disais que c'était 60% de notre consommation finale qui était d'énergie fossile. Donc on En a tendance France. peut-être en tant que Français, en France à se dire bah on utilise beaucoup d'électricité, mais en fait c'est pas le cas. En fait, on utilise encore beaucoup de pétrole dans la voiture, comme tu disais dans le chauffage. Donc c'est important de rappeler tout ça en fait. Tout à fait. Alors, on utilise du fait de. Si on revient en fait un petit peu dans le temps, dans les années 70, donc il y a un choc pétrolier, le prix du pétrole s'envole. C'est l'époque où des grandes campagnes, la France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées pour promouvoir la sobriété. Et à ce moment-là, donc tous les pays européens qui sont touchés un peu de la même manière réagissent différemment. Il y a certains pays qui ont des ressources dans leur sous-sol, les Pays-Bas avec le gaz, l'Allemagne avec le charbon, pays nordiques avec du gaz et de l'hydraulique qui vont développer ces ressources. La France n'a quasiment pas de charbon, donc elle en avait un petit peu, mais elle en avait pas beaucoup. Donc à cette époque-là, on développe de façon très significative le nucléaire pour essayer de remplacer le pétrole dans tous les usages où il n'était pas indispensable. C'est-à-dire, dans la mobilité, il est à peu près indispensable. Par contre, pour faire de l'électricité, on peut la faire d'autres manières. Donc là, on a développé significativement le nucléaire pour ça. Et on a développé aussi les usages de l'électricité, justement, pour pouvoir réduire notre consommation de combustibles fossiles par ailleurs. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un bouquet final d'énergie finale où
25% à peu près est assuré par l'électricité. Alors que dans d'autres pays, comme la Belgique par exemple, c'est 17%, voire un peu moins encore dans d'autres pays. Mais voilà, Ok. c'est que 25%. Le reste, Ouais, c'est c'est ça. de la chaleur, produite souvent par des combustibles fossiles, des carburants liquides et gazeux, etc. Et si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce que les écosystèmes et éventuels dispositifs de capture et de stockage de carbone peuvent absorber, il va falloir électrifier nos usages. C'est-à-dire qu'en 2050, on estime qu'environ 55-60% du bouquet final devrait être assuré par l'électricité. Alors, ça ne veut pas dire du tout électrique. On le voit bien, 55-60%, ça veut dire qu'il reste encore 40-45% de l'énergie finale Mm. qui n'est pas électrique. Ça reste de la chaleur, des carburants liquides et gazeux, mais qui ne devront plus être fossiles, mais bas carbone. Mais par contre, Mm. plus d'électricité. Et pourquoi ça? Parce que l'électricité, c'est le vecteur énergétique le plus facile à décarboner, avec C'est l'éolien, ça. le solaire, le nucléaire, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la technologie de l'électricité, comment ça marche? Je sais que sur le réseau, il faut avoir l'offre qui est égale à la demande. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont un peu compliquées à comprendre. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le fonctionnement de l'électricité, comment on le produit? Peut-être le fonctionnement d'une centrale électrique. Oui, de l'électricité, en fait, c'est de la mise en mouvement, si on veut, d'électrons dans un matériau conducteur, donc souvent du cuivre ou parfois de l'aluminium. La plupart du temps, on va dire, à part pour le solaire photovoltaïque, on fait ça dans dans des alternateurs. C'est-à-dire que on a un système qui permet de créer un mouvement de rotation. Alors ça peut être une turbine une turbine hydraulique, ça peut être une turbine à vapeur dans une centrale à charbon, gaz, biomasse ou nucléaire. Ça peut être le vent dans une éolienne. Donc ce mouvement de rotation va faire tourner un rotor dans un alternateur, et ça va donc il y a un rotor au milieu et un bobinage de fil de cuivre autour. Et ça va mettre des électrons en mouvement, et ça va permettre de transférer de l'énergie. Et en fait, quand quelqu'un va tirer de l'électricité sur le réseau, typiquement quelqu'un allume son four chez lui, ça va prélever directement de l'énergie sur l'alternateur, c'est-à-dire que ça va ralentir un petit peu l'alternateur. Et donc en fait c'est comme ça qu'on gère le réseau. Et c'est la fréquence de rotation de l'alternateur qui fait Ok. la fréquence du réseau. L'intérêt de l'électricité par rapport au combustible fossile, par exemple, c'est qu'elle permet de transférer de façon quasiment instantanée de l'énergie. Par Ok. contre, son inconvénient, c'est que contrairement au combustible fossile, elle est difficile à stocker. En fait, on ne peut pas vraiment Mm. stocker de l'électricité comme ça, il faut la convertir en autre chose. Typiquement, ça peut être en énergie chimique dans des batteries ou en élévation dans des barrages. C'est-à-dire qu'il y a des barrages réversibles, ce qu'on appelle des STEP, des stations de transfert d'énergie par pompage. Il y a un lac en aval, un lac en amont. Et quand on a trop d'électricité, on peut pomper de l'eau en bas pour la mettre en haut. Et quand on aura de nouveau besoin d'électricité, on récupère l'eau en bas, on la turbine et on refait de Ok. l'électricité. Mais quand on stocke l'électricité, on en perd une partie. Donc, une station de transfert d'énergie par pompage, il y a un rendement de 80%, c'est-à-dire qu'on en perd quand même 20%. Et donc tout ça, ça a un coût. Du coup, pour la transition énergétique, il faudrait donc se passer des énergies fossiles et tendre vers une électrification des usages. Donc la question un peu fatidique, c'est, il y a souvent un peu le débat nucléaire versus énergie renouvelable. Toi, ton avis, c'est plutôt de toute façon, il faut les deux, c'est ça? Ouais, c'est un peu un combat d'arrière-garde. C'est un peu comme si quelqu'un a un cancer et qu'on commence à Mm. faire un combat chimio versus radiothérapie. Alors, personnellement, je n'ai aucune compétence en médecine, mais si la personne elle a besoin des deux, on va pas dire ah non non, moi je suis dans l'équipe chimio, donc non non, il est hors de question qu'on touche à la radiothérapie ou vice versa. En fait, là, l'analogie avec le cancer, c'est on est dans un défi existentiel. Le changement climatique, c'est pas un vague truc où éventuellement on aura un peu plus chaud, ça va être vaguement inconfortable. Non, ça va être des morts, ça va être des déplacés, ça va être des guerres. Ce sont déjà des grandes difficultés. Encore une fois, il suffit de regarder les inondations qui ont eu lieu il y a quelques jours. Alors, si le podcast sort Mm. en décembre, ce sera il y a 2 mois. Mais donc, face à ce défi existentiel et à la difficulté absolument majeure de se sevrer des combustibles fossiles, on ne peut pas se permettre de se dire
bah moi en fait j'aime pas l'éolien parce que je trouve ça moche, j'aime pas le nucléaire parce que ça me fait peur, j'aime pas le biogaz parce que je trouve que ça sent mauvais, j'aime pas la sobriété parce que oh franchement mon mode de vie c'est un Mhm. acquis, il est hors de question que je fasse le moindre effort. Oui d'accord, mais dans ce cas-là ça veut dire qu'on ne fait rien et qu'on n'y arrivera pas. En fait, je pense qu'il y a autant de dangers dans les approches poursuivies par certaines ONG qui consistent à dire bah en fait on va tout faire par de la sobriété et les gens brusquement du jour au lendemain vont être conscients des enjeux et vont accepter de vivre tous ensemble dans des petits appartements de plus déplacés, etc. Je caricature un peu, mais à peine, que de certaines entreprises qui disent bah en fait on peut continuer le développement de l'avion parce qu'avec l'avion vert et les carburants bas carbone, on va décarboner l'aviation. Et puis pareil, on peut Mhm. faire des gros SUV électriques, voire des SUV avec carburant de synthèse. Et puis en fait, les gens n'ont rien à changer. Et puis on va décarboner comme ça. Non, les deux sont aussi dangereux. Il va falloir des changements de mode de consommation en ne sous-estimant pas les frictions qu'il peut y avoir au sein de la société. L'essentiel des gens n'ont pas envie de faire d'efforts, hein, ça faut bien en avoir conscience. Donc, plus on va demander d'efforts, plus ça va être incertain. Mhm. Et il va y avoir aussi besoin de nouvelles technologies, de développement de technologies bas carbone existantes qui sont pas parfaites, qui ont des inconvénients, dont il faut bien appréhender les inconvénients, dont il faut les réduire quand on le peut. Donc typiquement dans l'éolien, ça veut dire pas l'installer n'importe où, faire attention à l'installer à des endroits où ça crispe le moins possible la population, bien discuter avec la population. Pour le nucléaire, ça veut dire avoir des autorités de sûreté qui soient puissantes, qui soient solides, qui aient la capacité vraiment d'imposer leurs décisions à l'opérateur. C'est le cas en France, ça n'est pas forcément Mhm. dans tous les pays. Et donc, si on commence à se priver de certains outils, in fine, ça veut dire que on complexifie encore le défi de la décarbonation, dont même avec la totalité des outils, je ne pense pas qu'on arrivera à le relever à minima, pas dans les délais qu'on s'impose, alors que Mhm. c'est hyper important. Je vois. Il y a, une chose dont on n'a pas parlé, c'est la double contrainte carbone des énergies fossiles. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est? Bah, en fait, on en a parlé sans la nommer. La double Ouais. contrainte carbone, c'est à la fois la contrainte de déchets d'une certaine manière, c'est-à-dire les déchets qu'on rejette à l'atmosphère, que sont les combustibles, les gaz à effet de serre. Les combustibles fossiles, c'est typiquement une industrie dans laquelle il n'y a strictement aucune stratégie de gestion des déchets. On utilise le combustible fossile, on rejette les déchets à l'atmosphère, et là, ils causent des problèmes majeurs sur la santé. Alors ça, c'est pas tant les gaz à effet de serre que les particules Mhm. fines du charbon, du pétrole dans les carburants. Et ça, notamment dans les zones urbaines, c'est un vrai problème sanitaire. Et les gaz à effet de serre qui, eux, ont une incidence majeure sur le climat. Et donc là, on est vraiment dans l'exemple typique d'un problème de déchets non géré qui cause une menace existentielle. Et l'autre aspect de cette double contrainte carbone, c'est notre dépendance extrêmement forte aux combustibles fossiles, qui sont disponibles de manière assez abondante, mais qui restent malgré tout limités et qui sont de plus en plus difficiles d'accès. Et donc ça veut dire que si on n'anticipe pas, à un moment, il va y avoir un sevrage forcé par des crises. Alors, faut pas imaginer des scénarios à la Mad Max où du jour au lendemain, il n'y a plus de pétrole dans les stations-service. Ça, c'est un scénario à la rigueur qu'on pourrait rencontrer si on avait des manifestations, des grèves ou des attentats sur des chaînes logistiques pétrolières et que les États n'avaient pas anticipé ça. Mais normalement, au moins en France, par exemple, c'est plutôt bien anticipé. Non, ce dont je suis en train de parler, c'est plutôt bah, si à un moment la demande de pétrole est supérieure à l'offre, bah, c'est le marché qui arbitre, donc le prix du pétrole augmente et l'augmentation du prix du pétrole va détruire de la demande tout en permettant d'aller chercher des nouvelles ressources. Destruction de demande, ça veut dire que le foyer économiquement fragile ne peut plus faire le plein de sa voiture pour aller au boulot, donc bah, c'est l'un des déterminants des gilets jaunes. Ça veut dire aussi que des entreprises qui étaient moyennement rentables avec une énergie pas chère deviennent non rentables, mettent la clé sous la porte, donc elles font une économie d'énergie, et puis leurs salariés se retrouvent en chômage, n'ont plus de salaire, donc ils consomment plus, deuxième économie d'énergie. Donc en fait, Mhm. l'autre aspect de la double contrainte carbone, c'est ça. Si on n'anticipe pas l'épuisement des combustibles fossiles en réorganisant nos sociétés pour préserver le cœur des services qu'ils rendent,
Typiquement, une voiture, le cœur du service, c'est pas de se déplacer dans un salon de 2 tonnes, c'est de pouvoir se déplacer d'un point A à un point B et que l'ensemble de la population puisse assurer ses besoins de déplacement. Bah, si on n'anticipe pas pour réorganiser la société, pour préserver le cœur de ces services-là, l'économie in fine va être faite sur le cœur de ces services. C'est-à-dire que ce sont les services les moins rentables qui vont devoir faire cette économie-là. Et les moins rentables, ça ne veut pas dire ceux qui sont les plus dispensables. Typiquement, prenons l'industrie du luxe, qui a des marges de plus de 100%. Si le prix du pétrole augmente, ils le verront même pas passer. Donc, moi, je me fais pas de soucis si le prix du pétrole augmente pour des boîtes type LVMH, Hermès, etc. Par contre, une régie de transport en commun, qui est souvent à l'extrême limite de la rentabilité, voire pas rentable. Si on augmente le prix de l'énergie, ça peut être extrêmement difficile à gérer. Et on l'a vu pendant la crise de l'énergie de 2021-2022, la régie de transport en commun madrilène a réduit son trafic parce qu'elle n'arrivait pas à payer la facture. Ça a été aussi extrêmement difficile pour la SNCF. Et là, le service rendu à la population est majeur. On supprime des trains, ce sont des gens qui peuvent plus aller au travail, des gens qui peuvent plus aller voir leur famille, donc on met des gens dans des situations qui sont intenables. Et si on met des gens dans des situations qui sont intenables, ça veut dire in fine de l'instabilité politique, une montée des extrêmes, et tout ça, en plus, ne peut faire qu'aggraver le problème in fine. Ça ne va pas résoudre le problème, ça va l'aggraver. Donc il est absolument essentiel d'anticiper ces deux contraintes, réchauffement climatique et épuisement des combustibles fossiles. Et tu commençais à en parler, je pense. Je te propose d'analyser un peu ce qui s'est passé sur le marché de l'électricité, donc la crise de l'énergie qui s'est passée donc en 2021, 2020, 2021, je sais plus. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi les prix ont grimpé comme ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous éclairer là-dessus? Alors, je te propose qu'on décompose ta question en deux questions. Ouais, On c'est va en peut-être. faire une première Vas-y, sur le pas de gaz et souci. ensuite on en fera une autre Ouais, sur ok, l'électricité parce que très il y a un bien. lien. La, Ouais. la crise de 2021, à l'origine, c'est une crise du gaz qui est liée à la guerre en Ukraine, mais pas que. 2020, le Covid arrive, les confinements, le ralentissement de l'économie, l'Europe consomme moins de gaz. Donc la Russie nous en vend moins, jusque-là, il n'y a pas de souci. Le temps passe, été 2021, pardon. Donc il n'y a pas encore la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, c'est février 2022, le début de l'invasion de l'Ukraine. Été 2021, l'économie repart en Europe. L'Europe veut acheter davantage de gaz et là, la Russie botte en touche. Elle explique qu'elle n'arrive pas, qu'elle doit d'abord remplir ses stocks, qu'elle n'arrive pas à nous en livrer. Et en septembre 2021, elle fait même du chantage à Nord Stream 2, c'est-à-dire Nord Stream 2, c'est un gazoduc qui n'a jamais été mis en service, notamment du fait de pression américaine. C'est un gazoduc entre l'Allemagne et la Russie. Et donc la Russie dit on vous vendra davantage de gaz si vous mettez en service ce gazoduc dont la fonction était d'ailleurs de contourner l'Ukraine. En parallèle de ça, le gaz, comme je le disais tout à l'heure, l'avantage c'est qu'on peut le stocker. On en consomme toute l'année, mais surtout l'hiver pour se chauffer. Et donc on en importe plus que de besoin en été. On le stocke dans des stockages souterrains. En France, c'est Terega et Storengine, filiale d'Engie, qui gèrent ça. Mais il y a certains États, Allemagne, Pays-Bas, République tchèque et Autriche, si je dis pas de bêtises, qui se sont dit que ce serait une bonne idée de sous-traiter leurs stocks nationaux de gaz à Gazprom, l'opérateur national gazier russe. C'est-à-dire que leurs stocks chez eux étaient gérés par Gazprom. Été 2021, Gazprom ne remplit pas les stocks. Donc on voit déjà qu'à l'été 2021, la Russie préparait une crise de l'énergie en Europe. Elle était en train de mettre en place des pions pour créer une crise de l'énergie. Fin 2021, la Russie réduit encore ses livraisons de gaz à l'Europe via le gazoduc Yamal, qui passe par la Biélorussie. Donc première crise du gaz à l'hiver 2021, alors que l'Ukraine n'est pas encore envahie. Février 2022, la Russie envahit l'Ukraine et rouvre les robinets du gaz. Et ça, c'était un moyen de dire à l'Union européenne, bon, vous avez vu, c'est nous qui tenons les robinets, on n'hésitera pas à les fermer. Maintenant, on envahit l'Ukraine. Si vous ne vous en mêlez pas, vous pourrez avoir accès du gaz bon marché. Par contre, si vous regardez ce qui se passe en Ukraine, bah là, on croit vous couper le gaz, on l'a prouvé. De fait, l'Union européenne a aidé l'Ukraine et la réponse russe ne s'est pas fait attendre. Dans les mois qui ont suivi, la Russie a coupé en profondeur l'approvisionnement gazier. Aujourd'hui, la Russie ne livre plus qu'environ un quart de ce qu'elle livrait avant la crise en gaz à l'Union européenne. Et ça a créé une crise du gaz parce que l'Union européenne était très dépendante du gaz russe. C'était 40% de nos importations de gaz.
Et donc là, on a dû trouver du gaz par ailleurs, notamment du gaz liquéfié. Il y a deux moyens d'apporter du gaz, soit par tuyau, historiquement c'est ce qui a été le plus utilisé, soit par navire. Et pour le transporter par navire, on peut pas le transporter de façon gazeuse, on n'en transporterait pas suffisamment. Donc on le cryogénise à moins 161 degrés. Et ensuite, on le transporte par navire, on le regazéifie dans un terminal méthanier, c'est un port, et on le réinjecte dans le réseau gazier. Et donc là, pour pouvoir importer ce gaz, il a fallu surenchérir sur d'autres acheteurs. Et donc, l'Union européenne a envoyé des signaux au marché qu'on était prêt à payer extrêmement cher. Et donc, c'est pour ça que nous, on a vécu la crise de l'énergie comme de l'énergie qui coûtait cher. Et en France, surtout comme un État qui s'endette beaucoup. Dans d'autres pays européens, avec moins de boucliers tarifaires, les consommateurs l'ont beaucoup plus senti passer. Dans des pays en développement comme le Pakistan, ça a été une rupture de l'approvisionnement énergétique. C'est-à-dire que eux n'ont pas pu surenchérir, donc ils n'ont pas pu acheter de gaz. Ce qui a conduit le gouvernement pakistanais à dire que maintenant il se concentrait sur le charbon et il arrêtait les investissements dans les infrastructures gazières parce que ça devenait trop dangereux du fait de la demande européenne. Donc ça a entraîné un envol du prix du gaz à l'automne 2022 et on s'en est globalement pas trop mal sorti parce que l'été 2022 a été très doux, l'hiver 2022 a été très doux, l'hiver 2023 aussi a été doux. Donc la demande de gaz était relativement faible, donc bon normalement ça allait. Si on avait eu un hiver particulièrement froid, là ça aurait été beaucoup plus compliqué. Si tu veux, on va pouvoir maintenant aborder la question que tu m'as posée. Bah ouais, c'est ça du coup. Pourquoi du coup parce qu'en fait les prix de l'électricité sont corrélés au prix du gaz, c'est ça, hein? Voilà, en fait il y a un lien entre les deux. L'électricité, il y a plein de moyens de produire de l'électricité. Il y a des centrales à charbon, à gaz, nucléaire, des éoliennes, des panneaux solaires, des barrages hydrauliques. Et même parmi les centrales à charbon et à gaz, il n'y a pas les mêmes technologies. Il y a des centrales à gaz très efficaces, des centrales à gaz très peu efficaces, etc. Donc, pour savoir quel moyen faire produire et quel moyen ne pas faire produire, on utilise une approche qui a été développé par Marcel Boiteux, qui est un économiste qui était l'ancien PDG d'EDF, qui est une approche par coûts marginaux croissants. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple. Admettons qu'on soit un exploitant, un producteur d'électricité et on possède une centrale à charbon qui ne produit pas, mais on a du charbon, on peut la faire produire, et on a des éoliennes qui ne produisent pas, alors qu'il y a du vent, on peut les faire produire. Donc tout ça est disponible. Quelqu'un allume son four, donc il va falloir produire pour répondre à sa demande. Qu'est-ce qu'on va faire produire en priorité? La centrale à charbon ou l'éolienne? L'éolienne. Moi, Pourquoi? parce que le coût du combustible, enfin, ça coûte rien, le vent, enfin c'est. Ce qui coûte cher dans l'éolienne, c'est de la construire, mais une fois qu'elle est construite, Ouais, voilà, qu'elle c'est produise ou ça. qu'elle produise pas, c'est le même prix. Par contre, si on veut faire produire la centrale à charbon, il va falloir payer le charbon et payer des droits d'émission de CO2 en Europe, parce qu'émettre du CO2, il faut payer pour ça. Ouais. Donc en fait, sur le marché européen, les énergies renouvelables vont produire en priorité. Ensuite, globalement, ça va être le nucléaire. Et après, selon le prix des combustibles et des droits d'émission de CO2, ça peut être le lignite, le charbon, le gaz, le fioul. Alors si le gaz coûte peu cher et les droits d'émission de CO2 cher, ça va être le gaz avant le charbon. Si le gaz coûte cher et les droits d'émission de CO2 peu cher, ça va être le charbon avant le gaz. Mais voilà, en fait, on va empiler ces capacités de production jusqu'à répondre à la demande. Et ce qui va faire le prix de marché, ce sont les coûts variables, donc en gros le prix du combustible et du CO2 de la dernière centrale appelée. Si on se met à la place d'une centrale à gaz, par exemple, qui se demande si elle doit produire ou non, en fait, elle va regarder le prix de marché. Si le prix de marché est inférieur à ses coûts variables, c'est-à-dire au prix du combustible et des droits d'émission de CO2, elle n'a pas intérêt à produire parce qu'à chaque mégawattheure qu'elle va produire, elle va perdre de l'argent. Donc, ce serait assez bête de produire. Par contre, si le prix de marché est même légèrement supérieur, là, elle va produire. Alors peut-être que ça couvrira pas tous ses coûts, donc peut-être que, enfin, elle sera quand même déficitaire globalement, mais elle couvrira au moins ses coûts variables plus un peu plus, même si elle couvre pas la totalité de ses coûts fixes. Et si le prix de marché est vraiment très élevé, alors là, elle va couvrir non seulement les coûts variables, mais aussi les coûts fixes et dégager un bénéfice. Donc en fait, c'est vraiment la centrale marginale qui va faire la dernière centrale qui va faire le prix de marché. Et donc si le prix, vu que souvent la centrale marginale en Europe c'est une centrale à gaz, si le prix du gaz s'envole, les coûts variables de la dernière centrale s'envolent, donc le prix de marché s'envole.
En plus de ça, en France, il y a eu le fait que, et là c'est vraiment la faute à pas de chance, il y a eu une grosse indisponibilité de réacteurs nucléaires en 2022 du fait d'un problème générique lié à la corrosion sous contrainte. Et donc le prix a été encore augmenté en France euh, par un aspect spéculatif, c'est-à-dire que toute l'électricité, elle n'est pas vendue de façon instantanée, elle est vendue aussi à horizon de quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et donc l'électricité qui a été vendue à l'été 2022 pour l'hiver 2022, bah, vu qu'on ne savait pas exactement quelle serait la disponibilité du parc nucléaire en 2022, il y avait une prime en fait pour cette électricité, donc elle coûtait plus cher. Donc ça a encore aggravé la situation. Ouais. En gros, pour reprendre un peu, peut-être que c'est très compliqué à comprendre, mais en fait, la dernière centrale appelée, donc c'est souvent le gaz. Et en fait, le gaz, le prix du gaz, imaginons ça coûte 100 euros pour produire, mais en fait, ça va être le prix pour chacun des centrales de production. C'est-à-dire que même si l'éolienne, ça coûte 2, Ouais. eh ben, le prix de marché va quand même être à 100 C'est ça. par rapport au gaz, c'est C'est ça? ça. Bon, alors en fait, si le gaz est à 100 euros le mégawattheure, l'électricité au gaz, elle sera probablement aux alentours de 170 parce qu'il y a des pertes. Mais ça Ok. veut dire que ouais, le prix de marché est à ça. Après, ça veut pas dire qu'un exploitant d'éolien va toucher 170 euros le mégawattheure. Sinon, là, ce serait Ah ok, ça veut pas dire ça. non, parce que en fait, là, le marché, c'est pas la totalité du sujet. Souvent, Ok. les exploitants de capacités renouvelables ont développé leur projet via ce qu'on appelle des compléments de rémunération. C'est-à-dire, l'État dit je veux faire 1 gigawatt d'éolien à tel endroit, qu'est-ce que vous me proposez? Donc là, les différents producteurs disent bah, moi je peux vous le faire à 60 euros le mégawattheure, moi à 55, moi à 50. Celui qui a Hmm. proposé 50 remporte la mise, et donc c'est lui qui a Mhm. le droit de développer. Ensuite, il va vendre à prix de marché, donc ça peut être à 2 euros le mégawattheure, à 10, à 200. À la fin d'année, Mhm. il fait les comptes avec l'État. S'il a globalement vendu au prix au-dessus du prix qui avait été convenu, il rend de l'argent à l'État, il rend la Ok, différence à ouais. l'État, et si c'est en dessous, c'est l'État qui compense. Donc là, Ok, quand ouais. les prix de marché étaient très élevés, l'industrie éolienne française, par exemple, a rendu de l'argent Ah ok, à d'accord. l'État. Donc au final, l'État s'est un peu enrichi du coup pendant cette période, non? Alors Je sais non, pas. parce que les boucliers tarifaires a coûté plus de 100 milliards d'euros à Ouais, bah, l'État. L'éolien, je c'est sais vrai. plus exactement, je crois qu'ils ont dû verser 2-3 milliards. Ouais, donc c'est C'est rien incroyable. quoi. Mais en tout cas, ça a été un élément de protection. Et ces mécanismes de complément de rémunération sont particulièrement intéressants parce qu'ils Hmm. protègent à la fois le producteur en période de prix faible, mais ils protègent aussi l'État. Et Ouais. derrière l'État, en fait, c'est le consommateur slash contribuable Hmm. en période de prix élevé. Parce qu'après, c'est de Ok, ouais. l'argent que l'État peut utiliser pour mettre dans des boucliers tarifaires. Autant si on fait un bouclier tarifaire sur du gaz, c'est contre nature, ça passe forcément par de l'endettement. S'il faut acheter du gaz, je dis une bêtise, à 100 euros le mégawattheure, je sais pas, à la Norvège par exemple, si l'État dit on va le vendre 50 euros au consommateur, bah, à un moment, les 50 euros de différence, il va falloir les payer quelque part, donc Ouais, ça bah peut oui, être de l'endettement par exemple. c'est sûr. L'électricité, si on a essentiellement des moyens qui produisent, on va dire, à 50, 60, 70 euros le mégawattheure, si l'électricité sur les marchés, elle est à 200 euros le mégawattheure, bah, il y a la marge entre ces, allez, on va dire 60 euros le mégawattheure à 200 euros le mégawattheure, qu'on peut, par de la réglementation, affecter à tel ou tel usager. Donc l'État peut réussir à capter cette manne et à protéger le consommateur. C'est aussi pour ça qu'il est Ok. hyper important de développer des capacités d'électricité bas carbone et d'électrifier les usages, parce que c'est quelque chose sur lequel on a vraiment un contrôle pour protéger les consommateurs. Un truc qui est hyper important à garder à l'esprit, quand on parle de sécurité d'approvisionnement énergétique, c'est pas uniquement une question de volume, c'est pas uniquement est-ce qu'on sera capable physiquement d'importer suffisamment de gaz, de pétrole, d'électricité, c'est aussi une question de prix. C'est-à-dire que si techniquement on était capable d'acheter du gaz mais qu'on ne peut pas se le payer, ce qui a été le cas du Pakistan par exemple, je ne pense pas que les Pakistanais ils aient vraiment eu la sensation d'avoir une sécurité d'approvisionnement énergétique quand ils avaient des ruptures de gaz. Techniquement, ils avaient les infrastructures, ils auraient pu acheter du gaz, c'est juste, mais ils n'ont pas pu le payer, donc ils ont payé le gaz. Quand on parle de sécurité d'approvisionnement, souvent on pense bien aux aspects volume, on ne pense pas toujours aux aspects prix, on se dit oui, market will provide, les gens paieront le prix qu'il faut. Bah non, en fait, à partir d'un certain prix, les gens ne peuvent pas, les entreprises ne peuvent pas.
Donc, garantir un prix acceptable pour l'ensemble des acteurs, les particuliers, les entreprises, c'est hyper important. Et d'ailleurs, on ne Et décarbonera pas si on n'a pas une électricité bas carbone bon marché. Je vais en profiter donc, d'ailleurs pour taper sur le gouvernement. Si allez, là, dans le projet de loi de finances, il y a la volonté de surtaxer l'électricité, ça, je pense que mhm, c'est une erreur, c'est une faute même stratégique fondamentale. mhm, L'électricité est d'ores et déjà plus taxée que le gaz fossile en France, qui est aberrant. Et là, on veut encore mhm, augmenter les taxes là-dessus, mais ça veut dire qu'on va favoriser le gaz fossile importé, alors que les combustibles fossiles nous coûtent quelques dizaines de milliards d'euros dans notre balance commerciale tous les ans. Et l'électricité en exportateur, ça nous rapporte 2 milliards d'euros tous les ans. L'électricité, elle est produite localement et elle est bas carbone. Le gaz fossile, il est importé et il est carboné. Et on va favoriser le gaz fossile au détriment de l'électricité. D'un point de vue énergétique, d'un point de vue mais oui, sécurité d'approvisionnement, d'un point de vue climatique, c'est mauvais. Et même d'un point de vue budgétaire, c'est mauvais parce que mais oui. si on veut que les gens continuent à développer des véhicules électriques, des pompes à chaleur, etc., dans un contexte où on a dissuadé l'électrification par de la fiscalité, ça veut dire que les aides que l'État devra mettre en œuvre devront être plus importantes. Et on parlait tout à l'heure des compléments de rémunération. Si on dissuade l'électrification et qu'on continue de développer des énergies renouvelables, dans ce cas-là, les prix de marché vont diminuer. Mhm. Dans ce cas-là, ça veut dire que les compléments de rémunération vont coûter de plus en plus cher à l'État. Il va devoir compenser de plus en plus un écart entre prix de marché faible et le prix qui a été garanti aux producteurs renouvelables. Donc en fait, une mesure qui est mauvaise sur le plan industriel, de la sécurité d'approvisionnement et climatique, et qui n'a été prise que pour des motifs budgétaires, est également mauvaise à relativement court terme sur le plan budgétaire. Et ça, je pense que c'est Mais, catastrophique. Et ça l'est d'autant plus ouais. qu'il y a énormément d'acteurs qui l'ont dit au gouvernement. Il y a même la ministre de l'énergie qui l'a dit ouvertement, mais le gouvernement s'arc-boute là-dessus. Et je pense que c'est vraiment une erreur stratégique Mais, fondamentale. mais comment ça se fait qu'ils font la tête de mule là-dessus? Comment ça se fait qu'ils sont tête baissée à vouloir continuer? Enfin, si tout le monde leur dit qu'il n'y a rien à y gagner, je comprends pas. Bah, Enfin. je pense que c'est parce que déjà le ministre du budget est une faible capacité à remettre en question une chose qu'il a dit une fois. Ok. En fait, il y a une simplicité à taxer l'électricité par rapport au gaz. C'est-à-dire que Hmm. l'électricité, les tarifs réglementés sont revus à date périodique. Donc là, ça va être en février prochain. Du fait d'éléments de marché, les tarifs réglementés d'électricité vont diminuer. Donc l'État va faire passer l'augmentation des taxes en même temps, ce qui va permettre de faire une moindre baisse du tarif. Donc les gens vont quand même voir ça Hmm. comme une baisse. Tandis que sur le gaz, si on augmente la fiscalité, les gens verront ça comme une hausse. Donc il y a un côté qui est politiquement plus facile là-dessus. Il y a aussi un mécanisme qui est un peu faussé, c'est que la direction du budget aime bien mettre des taxes sur des marchandises dont l'usage devrait augmenter, parce que ça veut dire que l'assiette va augmenter, donc ils gagneront de plus en Hmm. plus. Le gaz, il est appelé à réduire dans notre bouquet. L'électricité, elle est appelée à augmenter. Donc ils se disent, mieux vaut taxer l'électricité que le gaz. Sauf qu'ils ne se rendent Ouais. pas compte que ce faisant, ils dissuadent l'électrification et donc ils empêchent Bah oui, c'est l'augmentation ça. d'assiette. Oui, in fine, à un moment, il va falloir augmenter les taxations sur l'électricité. Mais il y a une question de phasage. Déjà, il faut s'assurer que les taxes sur les combustibles fossiles soient structurellement toujours plus élevées que celles sur les sources d'énergie et vecteurs énergétiques bas carbone, donc électricité, biogaz, etc. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Et après, si on fait augmenter les taxes sur... en fait, il faudrait faire augmenter les taxes progressivement à la fois sur les combustibles fossiles Hmm. et sur l'électricité au fur et à mesure qu'on décale nos usages et qu'on décarbone notre économie, qu'on électrifie, etc. Donc il y a vraiment une approche Ouais, c'est stratégique à ça. avoir qu'on n'a pas actuellement. Mais du coup, toi, c'est quoi un peu ton point de vue sur comment sont traitées les questions énergétiques, on va dire, par les différents partis politiques? Même dans les médias, on va dire, toi qui es expert, est-ce que tu trouves que c'est au niveau, pas au niveau? Je pense que c'est clairement pas au niveau. Le problème, c'est que les questions énergétiques sont quand même un petit peu compliquées et Hmm. le corps politique dans son ensemble, et là je vais pas viser un parti en particulier, a Hmm. tendance à rejeter cette complexité pour faire de l'énergie des marqueurs politiques. C'est-à-dire que globalement, vous êtes plutôt à gauche, vous serez plutôt anti-nucléaire pro renouvelable, vous serez à droite, vous serez plutôt anti-renouvelable pro nucléaire.
sans vous poser la question de pourquoi vous l'êtes. En fait, c'est même pas ça le sujet, c'est plutôt moi je suis dans le camp bleu, moi je suis dans le camp rouge et puis on va se taper dessus. Mmh. Et ça, c'est extrêmement dommageable, à la fois sur le plan énergétique, mais pour le pays, parce qu'on ne fera pas sans nucléaire, on ne fera pas sans renouvelable. Et en fait, on reste sur des débats d'arrière-garde qui nous empêchent d'avancer sur des débats qui sont beaucoup plus compliqués et tout aussi nécessaires sur les changements d'usage, sur la flexibilisation du système électrique, donc comment flexibiliser la demande d'électricité, sur des évolutions de mode de consommation, la mobilité électrique, l'évolution des modes de chauffage, du tourisme, de l'urbanisme. Il y a tout un tas de sujets qui ont une portée démocratique beaucoup plus forte, mais ça, le politique a pas trop envie de s'en saisir. En fait, c'est beaucoup plus facile de faire du débat désincarné sur pour ou contre le nucléaire ou pour ou contre l'éolien. Mmh. Par exemple, quand il y a des débats sur est-ce qu'on va mettre des EPR ou non à Penly, à Gravelines, il y a un enjeu pour les gens qui habitent à côté, évidemment, un enjeu local. Moi, personnellement, j'habite en région centre. Ça change rien pour moi qu'on mette 2, 4 ou 0 EPR à Gravelines. Donc en fait, ça permet d'avoir un débat sur des choses qui ne touchent pas la population et qui permettent de s'étriper sur des choses qui ne concernent pas directement la population. Donc c'est assez Mmh. facile. Donc si on commence à rentrer sur des sujets difficiles, par exemple en disant aux gens, bah voilà, en fait, il va falloir réduire la place de la voiture dans l'offre générale de mobilité, comment est-ce qu'on fait, et réduire la masse des véhicules et améliorer leur aérodynamisme. Donc globalement, aller sur des petits véhicules. Là, on décale le sujet sur quelque chose qui va toucher l'ensemble de la population. C'est le politique, il n'aime pas du tout. Mmh. Donc non, je pense que le niveau du débat politique sur l'énergie est malheureusement de mauvaise qualité et ça se voit même pas uniquement dans le débat politique, mais même dans la gestion des différents gouvernements. Et encore une fois, je ne vise pas ni la gauche ni la droite. Si on regarde les États-Unis, quelle que soit la coloration politique, il y a toujours un Department of Energy, donc un ministère de l'énergie. En France, il y a eu 2 ans de ministère de l'énergie au début du deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Et là, il y a de nouveau un ministère de l'énergie, mais qui se fait piétiner allègrement par la direction du budget depuis 3 mois. Et le reste du temps, l'énergie, c'est vaguement un sous-sujet de l'industrie ou vaguement un sous-sujet de l'environnement, Mmh. avec un cabinet dans lequel il n'y a qu'un seul conseiller, voire deux dans les périodes phases qui gèrent l'énergie. Mais on ne peut pas traiter sérieusement les questions énergétique comme ça, c'est tellement vaste, tellement complexe qu'il faut un Bah ministère oui. dédié avec un cabinet ministériel dédié qui gère ça. Et, et je pense qu'en France, on n'a pas conscience de l'aspect absolument stratégique des questions énergétiques. Sur ce, alors il y a des questions que j'ai pas eu le temps de poser, mais je pense on n'a pas le temps de tout faire. J'avais des questions sur notamment le potentiel danger nucléaire, l'intermittence des renouvelables, enfin tu vois des choses comme ça. Est-ce que tu peux répondre très brièvement là-dessus Ah bah c'est vaste. Qu'est-ce que tu Ouais, entends par c'est danger du nucléaire et qu'est-ce que tu entends bah par en gros les enjeux d'intermittence? on va dire que potentiellement ça réchauffe l'eau des rivières à côté Ah, des centrales. C'est les déchets qui sont on va dire instables. ah oui. Bon, alors, on va passer assez vite là-dessus, je te propose, parce que bon, enfin, ça pourrait nous emmener Ouais, assez loin et je suis pas sûr que ce soit vraiment le ouais. sujet du podcast. Sur l'eau des rivières, l'enjeu, c'est pas un enjeu de sûreté. On peut faire fonctionner les centrales s'il y avait besoin, même avec de l'eau assez chaude. La centrale, Hmm. l'une des centrales les plus grosses aux États-Unis, voire la centrale la plus grosse, c'est celle de Palo Verde dans le désert de l'Arizona, qui est refroidie par les eaux usées de la ville de Phoenix. Donc, c'est vraiment un enjeu de biodiversité. C'est-à-dire qu'il y a des normes qui contraignent les rejets thermiques, l'élévation du niveau de température et la température de façon absolue en aval des centrales. Donc en période de canicule, sur les cours d'eau à faible débit, il peut y avoir des restrictions sur certains réacteurs nucléaires. Les réacteurs qui sont touchés sont surtout les réacteurs qui n'ont pas d'aéro-réfrigérants, donc les grosses tours cintrées. Et là, il y a un arbitrage économique pour EDF. En fait, le parc nucléaire, il est dimensionné pour passer l'hiver, quand il y a une demande qui est beaucoup plus importante pour le chauffage. Et c'est pour ça que EDF met tous ses arrêts pour maintenance l'été. Et en été, souvent, on est largement surcapacitaire. Donc tant que c'est le cas, EDF n'a pas intérêt à faire des travaux massifs pour rajouter des aéro-réfrigérants pour éviter quelques jours, voire 1 ou 2 semaines dans l'année sur certains réacteurs, voire éviter de réduire la puissance. Donc en fait, ils ont plutôt intérêt actuellement à réduire la puissance. Si la demande électrique augmentait significativement l'été ou que ce problème-là devenait vraiment plus
engageant en été, dans ce cas-là, peut-être que EDF se posera la question d'équiper les réacteurs qui n'en ont pas d'aéro-réfrigérants. Donc ça, c'est pour le nucléaire actuel. Pour le nucléaire du futur, enfin, quand je dis nucléaire du futur, ce sont les EPR. Effectivement, il faut qu'ils soient dimensionnés avec des hypothèses de réchauffement climatique fort à l'horizon du siècle, et c'est le cas. Et l'autorité de sûreté nucléaire veille justement à ça. Donc, selon où ils sont implantés, ça va être l'accès à la source de refroidissement, si c'est sur un cours d'eau. Si c'est en bord de mer, ça va être en prenant des hypothèses conservatrices de montée des eaux, etc. La gestion des déchets, honnêtement, pour moi, c'est un non-sujet. Il y a un vrai sujet technique là-dessus. Après, les déchets sont gérés justement pour être isolés durablement de l'environnement et de la population, pour ne pas qu'ils se transforment en pollution. C'est-à-dire que personne en France est mort des déchets radioactifs et ils se retrouvent pas dans l'environnement. Contrairement aux gaz à effet de serre que l'on rejette dans l'atmosphère et qui posent, eux, des véritables problèmes. Alors, sanitaires pour les particules fines à court terme et à court terme, moyen terme, long terme de réchauffement climatique. Les déchets, il faut que ce soit bien géré. En France, je pense que ça l'est. Il faut que ce soit encadré par les autorités de sûreté. Je dirais pas que ça l'est forcément dans tous les pays. Comme dans toute industrie, les normes varient selon les pays. En tout cas, en France, c'est assez sérieux. Je pense que les critiques qu'on peut faire à l'industrie nucléaire ne sont clairement pas là. Il y a des critiques qu'on peut faire à l'industrie nucléaire, qui est la difficulté à la financer, par exemple. C'est quelque chose qui est très capitalistique. Ça coûte très cher de construire une centrale nucléaire, c'est difficile à financer, et ça freine beaucoup le déploiement de l'énergie nucléaire. C'est très complexe, ce sont des chantiers très complexes dont on a du mal à tenir les délais et le budget. Il suffit de voir Flamanville, le Kiloto, les projets d'Apenil américains. Donc ça, il y a une vraie difficulté industrielle. Honnêtement, les questions des déchets, pour moi, c'est plus du sujet technique, c'est pas vraiment un... Sur les questions d'intermittence que tu parlais pour les renouvelables, ça, c'est un vrai sujet. Alors, souvent, qui est maltraité, c'est-à-dire qu'on dit, ah bah ouais, les renouvelables, c'est intermittent, donc il faudrait arrêter d'en développer. Non. Le problème, c'est que les renouvelables, c'est un élément de solution dans un système plus large. Si on développe que des renouvelables, on n'arrivera pas à décarboner notre bouquet énergétique. En fait, il faut développer un système autocohérent qui intègre des énergies renouvelables avec des flexibilités, côté offre, stockage et demande d'électricité. Côté offre, bon, ça peut être du nucléaire, de l'hydraulique. Le potentiel de l'hydraulique est un peu limité, mais par contre, on peut quand même faire côté stockage des barrages réversibles dont on parlait tout à l'heure. Côté stockage, ça peut être aussi de la charge bidirectionnelle des véhicules électriques. Donc, que le véhicule électrique, pour les gens qui habitent en maison, puisse servir de stockage pour la maison. Et donc ça permettrait de soulager le réseau au moment où il est le plus sollicité et d'aider à intégrer notamment le solaire photovoltaïque et de la flexibilisation de la demande en réformant un peu le système d'heures pleines heures creuses, par exemple. On pourrait penser à d'autres sujets, mais qui sont un peu techniques, dans lesquels je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc, si on développe un système autocohérent, oui, on pourra intégrer les renouvelables. Par contre, si on ne développe pas le stockage et qu'on n'incite pas les gens à consommer à certains moments plutôt qu'à d'autres, on va vite taper dans des limites qu'on commence d'ores et déjà à voir. Par exemple, au printemps, en France, on a beaucoup trop d'électricité et ces dernières années, on devait réduire assez fortement la production nucléaire. Là, cette année, on a dû réduire en plus du nucléaire les renouvelables. Et en fait, ça fait des variations de puissance qui deviennent de plus en plus difficiles à gérer. Okay. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Ce que je te propose, c'est qu'on garde un peu ces questions un peu techniques, peut-être pour un prochain entretien, peut-être, je sais pas. Mais on va passer à la troisième partie. Avec plaisir. Donc le dessert. Troisième partie, un peu plus en douceur, donc des questions un peu plus personnelles, on va dire un peu plus hors cadre. Alors demain, imaginons Maxence Cordiez, tu es ministre de l'énergie. Qu'est-ce que tu mettrais en place comme politique? Ce serait quoi la première chose que tu mettrais en place? C'est une bonne question. Je pense qu'il y aurait deux leviers déjà. Un gros levier pédagogie sur les problèmes vis-à-vis de la population pour vraiment expliquer en fait pourquoi est-ce qu'on doit changer d'approche. Donc à la fois les sensibiliser aux enjeux de climat et aux enjeux de sécurité d'approvisionnement sur les combustibles fossiles. Expliquer que on est très dépendant du pétrole et du gaz, qu'on peut avoir des crises là-dessus et que l'enjeu en fait de la décarbonation, c'est aussi un enjeu de préserver les services rendus par ces combustibles fossiles. Je pense qu'on n'arrivera pas à avoir des politiques ambitieuses si la population ne comprend pas un peu les enjeux. Au-delà de ça, comme on en parlait tout à l'heure, réformer la fiscalité pour aller dans le bon sens, c'est-à-dire avoir une fiscalité qui reflète l'empreinte carbone des différentes sources et vecteurs d'énergie.
et développer le plus possible les sources et vecteurs énergétiques bas carbone, tout en essayant de développer des systèmes. Alors, quand je dis développer des systèmes pour flexibiliser la demande, donc ça peut être réforme du système heure pleine heure creuse pour l'électricité, réforme au niveau européen du système de garantie d'origine d'électricité. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites à ce niveau-là. Je pense qu'un truc quand même structurant, ce serait bien expliquer à la population les enjeux, les enjeux là. Est-ce que tu peux nous rappeler très vite fait, ce que c'est heure pleine, heure creuse, pourquoi les heures creuses sont moins chères que les heures pleines? Ouais, il y a Très plusieurs types de brièvement. contrats en fait quand on va voir le fournisseur, soit des tarifs fixes, c'est-à-dire que quel que soit le moment où on consomme, on paye la même chose. Des tarifs heure pleine, heure creuse, où on paye cher pendant les heures pleines, peu cher pendant les heures creuses. Donc généralement, le chauffe-eau électrique se déclenche pendant les heures creuses. Ça permet de faire des économies. Et en fait, les heures creuses sont censées être positionnées au moment où le réseau est le moins sollicité, donc soit où il y a le plus d'électricité produite, soit les moments où il y a le moins de demande, donc typiquement la nuit. Et après, il y a des systèmes encore plus poussés, type tempo, c'est qui est un tarif régulé, où il y a des jours bleus, blancs et rouges, 300 jours bleus, 40 jours blancs et 20 jours rouges. Des jours bleus qui sont très peu chers, des jours blancs qui sont peu chers, des jours rouges qui sont très chers. Et donc ça incite les gens à réduire leur consommation dans les jours les plus tendus. Et en fait, ça permet de faire des économies significatives sur le réseau, parce que ça veut dire que ça permet de ne pas avoir certaines centrales à fuel, par exemple, qu'on va garder, qui vont fonctionner quelques heures dans l'année, acheter de l'électricité à l'étranger extrêmement cher à certaines heures dans l'année. Mhm. Donc les gens font un effort contre le fait de payer leur électricité sur l'année moins chère. Mais par contre, ce système-là, il a peu évolué, voire pas évolué dans les dernières années. Or, le solaire s'est beaucoup développé, donc on incite toujours les gens à ne pas consommer, donc avec des heures pleines dans l'après-midi, alors que le solaire produit énormément dans l'après-midi et que ça devrait être des heures creuses. Ensuite, les différences de prix heure pleine, heure creuse sont quand même pas très fortes. L'incitation à utiliser ces tarifs plus des tarifs à heure fixe n'est pas très élevée. Donc en fait, il y a quand même pas mal de choses qu'on pourrait faire pour inciter Mhm. les gens à utiliser ces tarifs et quand ils utilisent ces tarifs, à vraiment faire l'effort de se décaler sur les heures creuses. Donc avoir un vrai bénéfice Ouais. pour le consommateur contre un vrai service rendu par le consommateur. Maintenant, est-ce que tu as un livre, un documentaire, un podcast, un film que tu recommanderais à nos auditeurs, que ce soit en relation avec l'énergie, l'écologie, quelque chose qui t'a marqué? Oui, alors un bouquin qui est très bien sur l'énergie, bon pour ceux qui aiment un peu lire parce qu'il est un peu gros, mais par contre il se lit très bien, c'est Or noir, la grande histoire du pétrole de Mathieu Ozano, qui explique un peu non pas Mhm. seulement l'histoire du pétrole, mais l'histoire de nos sociétés vues sous l'angle du pétrole. Donc comment le pétrole a structuré nos sociétés, en particulier ces 2 derniers siècles. Bouquin très intéressant. Un film très très bien aussi dans le même genre, c'est There Will Be Blood de Anderson, qui est sur le début de l'industrie pétrolière américaine, qui montre d'ailleurs que c'était pas une industrie à cette époque-là, c'était plus, je peux pas dire de l'artisanat, mais en gros le prospecteur qui va avec sa chemise et carreaux, ses bretelles et une baramine au milieu de la Pennsylvanie, qui fort un peu au petit bonheur la chance, qui trouve ou non des gisements. Euh, et donc ça permet de voir un peu comment on est rentré dans cette époque-là, quels étaient les débuts du pétrole. Donc c'est un film assez intéressant. Et bon, allez, Ok. une troisième ressource qui est excellente, Allez. le climat en 100 questions de Sylvestre Huet et Gilles Ramstein. Sylvestre Huet qui est journaliste Ok. scientifique et Gilles Ramstein qui est climatologue au LSCE. Et donc ce livre-là est assez facile à lire. En fait, c'est sous l'angle de 100 questions. Donc chaque Ok. question fait 2-3 pages, c'est assez rapide à lire et ça permet de couvrir une bonne partie des aspects du climat, les climats passés, le changement climatique actuel, le fonctionnement du climat, et livre très précis, très intéressant, bien vulgarisé. Donc, en termes de climat, je pense que c'est l'un des meilleurs livres que j'ai lu, sinon le meilleur. Ok. Prochaine question. Comment tu envisages l'avenir? Est-ce que toi, tu es plutôt quelqu'un d'optimiste sur l'avenir, pessimiste? Comment tu vois un peu la planète dans 50, 60, 100 ans? Bon, ce que je vais dire va peut-être sonner de façon pessimiste, mais je l'envisage plus trop en fait. Ça Ok. m'a ça m'a beaucoup travaillé à une époque où j'étais très Hmm. pessimiste. Maintenant, je pense que j'ai d'une certaine manière fait mon deuil. Alors quand quand Ouais, c'est... quand je dis ça,
ça peut sonner pessimiste, je le vois plus trop comme ça. C'est-à-dire que il y a plein de choses que j'ai envisagées, qui sont pas forcément produites. On peut voir quelques grandes tendances. Je ne sais pas quel sera le monde dans 10, 20, 30, 40 ans. Donc, souffrir par anticipation de quelque chose dont on ne sait pas Mmh. exactement comment ça va se produire, à quelle échéance, comment, je pense qu'il faut être capable de distinguer, c'est-à-dire profiter de la vie à court terme. Alors, profiter d'une manière qui soit quand même en accord avec la préservation de notre milieu de vie, hein. C'est-à-dire, pas Ouais, pas c'est prendre ça. l'avion pour aller en week-end, ni en vacances. D'un côté, faire le plus possible pour essayer de répondre aux problèmes et de l'autre côté, ne pas s'empêcher de vivre et ne pas se pourrir la vie en se disant: «Bah, peut-être qu'il va se passer ci dans 10, 15, 20 ans». On n'en sait rien, on sait pas exactement comment ça va se Mmh. passer. Peut-être que ça se passera très mal, peut-être que ça se passera mieux. Faut se Ouais, donner puis les moyens que ça se passe le mieux ouais. possible et puis Mmh. et vivre sa vie. C'est pas une personne de toute façon qui, vu que chacun n'a pas non plus la capacité à tout changer, on ne peut pas prendre chacun ne peut pas prendre la responsabilité de l'entièreté du problème sur ses épaules. Mmh. Ce qui ne doit pas être un Mmh. message de déresponsabilisation en disant: «Ah bah oui, finalement, voilà, Ouais, bah, maintenant exactement, je suis tout seul exactement. donc je fais n'importe quoi». Chaque personne par ses actions, je pense, a une vraie responsabilité parce que non pas tant parce que, si, moi je prends pas l'avion, ça va changer la face du monde, mais par contre, si je prends pas l'avion, j'ai un effet d'entraînement et plutôt que de dire aux gens qu'il faut pas prendre l'avion, les gens ils aiment pas qu'on leur dise ce qu'il faut pas faire. Mmh. Si on ne prend pas l'avion ou si on prend, peu la voiture et cetera ou qu'on achète une voiture électrique et pas thermique, bah, on donne d'une certaine manière un exemple. On n'a pas dit aux gens: «Il faut faire ci, il faut faire ça». Mmh. On leur dit juste: «Bah, écoute, tu fais ce que tu veux, moi je fais ça en tout cas, je le fais pour telle raison». Et donc, Ouais. là, je vais leur rendre hommage. J'ai donné une conférence à Centrale Lyon il y a pas très longtemps. Et une chose qui m'est arrivée pour la première fois, donc à la cantine de Centrale Lyon, il y a quelques salles au-dessus de restaurants quand ils reçoivent des personnes. Et le directeur de Centrale a dit: bon, bah voilà, par défaut, maintenant, on propose quand on reçoit des gens, on fait des plats végétariens. Mmh. J'ai déjà été invité où on me dit: «Est-ce que vous avez des restrictions alimentaires? Est-ce que vous voulez une option végétarienne?» Donc, c'est-à-dire que l'option de base, elle est pas végétarienne, mais il y a la possibilité de demander végétarienne. Pour la Mmh. première fois, on m'a dit: «Bah, l'option de base, c'est végétarien». Et ça, j'ai trouvé ça absolument Mmh. génial. Et ça, c'est une, voilà, c'est une évolution. Et vu qu'une école l'a fait, bah, peut-être qu'ils vont inviter une entreprise qui va trouver l'idée bonne et qui, va se dire: «Bah, voilà, maintenant, nous, on va faire aussi ça et puis l'option de base, elle va être végétarienne». Et puis, en fait, pas négliger, les gestes qu'on peut faire et qui peuvent, inspirer d'autres personnes, à faire la même chose. Mmh. Mais surtout, toi, dans ce que tu fais au quotidien, enfin, tu travailles, tu es directement acteur de la transition, tu vulgarises des sujets d'énergie, de climat. Donc, de par ton quotidien, tu es quand même acteur de ce changement de mentalité, de vouloir que les gens, enfin, de leur dire, bah, il y a d'autres alternatives, faites comme ça. Enfin, c'est comme, je pense, un outil qui t'aide contre un peu, on va dire, l'angoisse climatique. Ouais, Et à une modeste échelle, oui, mais je pense aussi que ça ne dispense pas de faire des efforts sur soi-même. bien C'est-à-dire sûr. que, Mm. on ne peut pas, de mon point de vue, avoir un discours crédible sur le climat si on prend l'avion, tous les 3-4 matins ou, Ouais, si, c'est ça. on a une énorme voiture ou donc personnellement, ça fait plusieurs années que j'ai pas pris l'avion. Je refuse de le prendre pour raisons personnelles. Pour le boulot, ça dépend, mais en fait, à chaque fois, je pèse, l'importance du déplacement avec l'empreinte carbone de l'avion et à chaque fois, globalement, je me rends compte que, ce que j'ai à faire sur place ne vaut pas l'empreinte carbone de l'avion, donc je n'y vais pas. Mm. Et je pense que si les gens avaient davantage cette approche-là, essayer de se mettre un peu ces règles-là. Alors, je dis pas ne plus jamais prendre l'avion, mais déjà se poser la question: est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce que j'y vais pour un truc qui est vraiment crucial ou est-ce que je peux le faire par une visio? Mm. Bah, déjà, on pourrait quand même avancer sur ces sujets-là. Alors, une fois que j'ai dit ça, enfin, j'ai pas du tout la prétention d'être exemplaire Personne n'est parfait, sur bien tous les sujets, évidemment. mais voilà, je pense qu'il faut essayer d'avoir un minimum de cohérence. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler on va dire les grands éco-gestes les plus significatifs, c'est pas limiter
C'est voyager en avion, c'est manger, arrêter la viande rouge. Alors, C'est ouais, est-ce qu'on dans les éco-gestes, tu as raison. Le premier, parce qu'il écrase vraiment tous les autres efforts, ne pas prendre l'avion. Enfin, ça sert à rien de réduire d'un degré la température de son logement si on prend l'avion. Enfin, c'est vraiment l'éléphant dans la pièce. Ensuite, je dirais la voiture, essayer de réduire l'usage de la voiture ou l'empreinte carbone de la voiture, donc préférer un petit véhicule à un gros, essayer de l'utiliser le moins possible, préférer un véhicule électrique si possible. Euh, voilà. Pour le logement, essayer de pas trop chauffer, pas au-delà de 19, et éventuellement mettre un pull, ça c'est important, et manger le moins de viande rouge possible. Encore une fois, ça veut pas forcément dire ne pas en manger. Voilà, il y a des gens pour qui ça demande un gros sacrifice d'être végétarien, d'autres moins. Je pense que si on veut une approche qui soit parfaite, on n'y arrivera pas. De la même façon, si on veut un bâtiment Hmm. zéro émission, on n'y arrivera pas. Si on arrive à réduire l'essentiel, voilà, c'est déjà ce sera déjà un gros progrès. Donc que les gens ne mangent pas de viande à tous les repas, ni même tous les jours, ça ce serait déjà bien. Hmm. Si les gens arrivent à réduire, à diviser par, je sais pas, 2 ou 3 leur consommation de viande rouge, ce serait déjà super. Sans parler de forcément Hmm. d'être végétarien. Donc, faut vraiment faire des efforts sur l'avion, la mobilité, la viande et le chauffage. Est-ce que t'en as parlé un petit peu, mais est-ce que tu auras un conseil à donner pour un futur ingénieur, on va dire, qui veut se lancer qui veut se spécialiser dans l'énergie, dans le transition énergétique? Ouais, j'en aurais plusieurs. Alors, qui se posent des questions. Alors déjà, qu'il essaie de prendre du recul. Souvent, moi c'était le cas à mon époque, ça a peut-être changé depuis. On avait des visions qui étaient pas du tout systémiques en école d'ingénieur, c'est-à-dire que tu choisis une filière solaire PV ou nucléaire, donc là c'était nucléaire, ou bah tu vas étudier ça, mais tu étudies vraiment que ça et tu n'as aucun cours sur les systèmes énergétiques ou sur les autres énergies. Et je pense que c'est important, même en se spécialisant, d'avoir quand même un regard un petit peu général. Donc essayer d'avoir un regard général pour éviter d'avoir des visions caricaturales. Ouais, je vais tout faire avec du nucléaire, je vais tout faire avec des renouvelables, parce que ça fait pas progresser le débat. Se dire aussi que il va falloir avoir des gens qui comprennent ces sujets-là dans toutes les entreprises, donc que ce soit des entreprises industrielles, des entreprises de l'énergie. Je vois beaucoup de bashing vis-à-vis, par exemple, de boîtes comme Total. Alors oui, il y a des choses à leur reprocher, mais il va falloir des gens aussi au sein de Total qui vont faire évoluer l'entreprise. Et d'ailleurs, Total évolue aussi, hein. Alors, on peut se dire que ça va passer vite, qu'ils restent très impliqués dans les combustibles fossiles, mais d'un autre côté, ils ont aussi des activités dans les énergies bas carbone. Et ben, il faut des gens qui les aident à aller vers ces nouvelles activités. Donc ça c'est important. Et aussi avoir un peu la tête dure dans les entreprises, c'est-à-dire ne pas hésiter à mettre des sujets sur la table, à questionner l'entreprise sur ouais, mais est-ce que cette activité-là, elle est pérenne dans un monde neutre en carbone? Est-ce qu'elle est pérenne dans un monde où il va falloir se passer de façon volontaire ou forcée des combustibles fossiles? Typiquement, je sais pas, quelqu'un qui va bosser dans une boîte qui fait des engrais et qui dépend du gaz fossile, bah, poser cette question-là. Alors souvent, ils en ont conscience, mais plus les employés vont mettre ces questions de moyen terme, long terme dans l'entreprise sur la table, plus ça obligera un peu les entreprises à se saisir de ces sujets-là. Typiquement, il faut être capable de répondre au marché de demain et se positionner dessus plutôt que le crépuscule des marchés d'hier. Prenons les voitures. Pendant le premier choc pétrolier, l'industrie automobile américaine, qui faisait des grosses voitures thermiques, a perdu des parts de marché par rapport à l'industrie automobile européenne, qui faisait déjà des plus petits véhicules parce qu'on n'avait pas de pétrole ou très peu à l'époque. Donc là, l'enjeu pour l'industrie automobile européenne, c'est de se positionner non pas sur le crépuscule des marchés d'hier, ce que demandent un certain nombre de constructeurs, c'est-à-dire le véhicule thermique et le gros véhicule thermique, mais les petits véhicules électriques. Et ce serait extrêmement dangereux de permettre aux entreprises et aux constructeurs automobiles de continuer avec le véhicule thermique, parce qu'en gros, ça voudrait dire profitez-en encore pendant 3, 4, 5 ans, et après, par contre, vous mettez la clé sous la porte, parce que vous aurez pris un tel retard par Hmm. rapport à la Chine que vous aurez plus du tout de marché. Donc même si c'est vraiment difficile aujourd'hui, là, il faut se dépêcher d'aller vers l'électricité, parce que c'est maintenant qu'on peut développer une filière industrielle.
Si on rate ce coche pour des questions de simplicité de court terme, ça veut dire qu'on va sacrifier toute notre industrie automobile. Et il va se passer ce qui s'est passé dans le solaire PV. Aujourd'hui, on a quasiment plus d'industrie en Europe. Toute l'industrie est chinoise. Donc oui, c'est difficile. Ça nécessite des filières industrielles de se restructurer très rapidement. Ça va être très compliqué. Il va y avoir des usines qui vont fermer. Il y en a d'autres qui doivent rouvrir. Il va falloir des soutiens d'État. Enfin, je dis pas que c'est simple, hein, mais je dis que si on ne le fait pas et si les pouvoirs publics à l'échelle européenne ne le forcent pas, on va perdre complètement notre industrie automobile. Pour terminer, si tu veux bien, si tu as des objectifs qui sont établis d'ici 2024-2025, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quelles sont tes actualités? D'essayer de réussir à faire percer certains sujets, notamment auprès des gouvernements, que les questions énergétiques soient traitées avec davantage de sérieux, qui est une approche aussi beaucoup plus interministérielle sur ces sujets-là, c'est-à-dire que l'énergie ne soit plus déjà un sous-sujet ou même un sujet d'un seul ministère, mais que ce soit quelque chose qui soit un peu compris par les autres ministères et qu'on traite enfin ces questions de façon sérieuse à la fois à l'échelle nationale et européenne. C'est vrai que essayer de faire un peu de pédagogie là-dessus, des fois je me demande si c'est pas en vain parce que j'ai l'impression que ça n'a strictement aucun impact. Enfin, il y a toujours des gens qui sont convaincus, mais ça n'empêche pas les pouvoirs publics de prendre des décisions qui sont radicalement mauvaises. En fait, ce sont des choses dont on ne devrait même plus discuter. Je parle encore une fois là des taxes sur l'électricité alors que le gaz est fossilement taxé. Enfin, ce sont des choses que c'est pas ça là-dessus qu'on devrait se battre. On ne devrait pas perdre notre temps là-dessus. Bon, on souhaite que ce projet de loi ne soit pas accepté, hein. Et en tout cas, je voulais vraiment te remercier pour le temps que tu m'as accordé. Bah, merci à toi. J'espère, j'espère que tu vas passer un bon moment. Très bon. J'espère que toi aussi. Donc, très bien, très bien. En plus, c'est le premier épisode, donc j'espère que les gens vont Très aimer. bien. N'hésitez pas à dire en commentaire, ce que vous avez aimé, peut-être les pistes d'amélioration, les rubriques, l'élocution, je sais pas, la caméra, la lumière. Donc voilà, n'hésitez pas avec les 5 étoiles. Et en tout cas, Maxence, merci beaucoup. Merci à toi pour ton Merci invitation. beaucoup. Je suis honoré. Et puis, bien sûr, attends, je refais un peu de pub pour ton petit livre quand même. Ceux qui veulent, je mets en description le livre de Maxence Cordiez, Énergie, Fake or Not, Tana Édition. Et je mets également aussi peut-être le lien de ton LinkedIn pour les gens que ça intéresse. Ok, bah merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Maxence. Je te souhaite une bonne journée. Et à bientôt, j'espère. À bientôt, Antoine.